Bah, présentation, Valsero, 40 ballets, je viens du Cameroun. Euh, de manière globale, activité, je suis chanteur de rap. Je suis chanteur de rap, mais à la base, évidemment, le rap, c'est pas juste du rap. Je suis chanteur d'un rap particulier. Je l'ai appelé du rap politique. Mais en temps normal, on dit chez nous que tu es un artiste engagé, quelque chose que je refuse grave, parce que je pense personnellement que le terme artiste engagé, c'est un tout petit peu péjoratif. Il n'y a que des hommes engagés, et puis après, ça dépend de ce qu'ils font de leur vie. Si jamais tu es un artiste, alors on peut dire que tu es un artiste engagé, et que le seul engagement n'est pas que politique. Donc, il y a des gens qui ont pour leitmotiv de faire vivre au monde l'amour et l'amour et l'amour. Je ne peux pas dire que ce n'est pas de l'engagement non plus. Donc, personnellement, pour moi, je crois que je suis un rappeur politique et un homme engagé. Je n'ai pas trop peur de passer de la société civile à la politique, parce que dans mon contexte, évidemment, il faut partir de société civile pour comprendre les réelles aspirations des populations, pour vivre à l'intérieur, parce que la plupart du temps, les politiques, il leur manque la chaleur du contact avec la réalité. Et je crois que c'est pour ça qu'on a généralement l'impression qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent et qu'ils ne comprennent pas ce qu'on vit. Tu vois? Donc voilà, je suis aussi l'homme qui se dit que voilà, il est peut-être temps qu'on arrête de faire des politiques classiques et qu'on commence à faire des politiques contextuelles qui prennent en compte la société et la vraie réalité, même en tant que personne. Donc on peut passer d'un engagement politique avec mon mouvement Croire au Cameroun, que j'ai créé avec un ami qui s'appelle Bernard Djonga, ou bien passer un engagement sociétal et travailler essentiellement dans la société civile, un peu comme avec mon association Jeunes et Forts, qui a évidemment un autre objectif sociétal, c'est de former, c'est d'éduquer, c'est de pousser les jeunes à l'engagement et à la participation. Il faut pouvoir mettre les deux ensemble pour pouvoir avoir une vraie politique de société. Ben voilà, c'est un tout petit peu ça. Marié avec des enfants, quoi. Voilà. Et je vis à Cuba, un endroit magnifique, évidemment. Évidemment, ce n'est pas à cause de ma musique que je vis à Cuba. À cause de ma musique, je serais plutôt en prison. Donc, comme je dis, marié, ça veut dire que parfois je fais des compromis. Et l'un des compromis, c'était d'aller vivre à Cuba. Voilà. C'est totalement lié. Je suis porteur d'un concept qui s'appelle l'art et la culture au service du développement. Donc, il a d'abord fallu être un artiste et pouvoir se dire comment c'est qu'on peut utiliser l'art. Autre chose, parce que comme vous le voyez, ça se voit comme tout le monde, je viens d'Afrique. Évidemment, l'art est essentiellement divertissant en Afrique. On prend même un malin plaisir à dire qu'on a le rythme dans la peau. C'est-à-dire que vraiment, chez nous, l'art, ça sert qu'à faire bouger le corps. Et il est grand temps qu'on explique également à nos populations africaines que l'art et la culture peuvent avoir un autre rôle à jouer dans notre environnement. Il peut grandir. L'art et la culture peuvent grandir un homme, peuvent éduquer un peuple, peuvent donner des orientations et peuvent même colorier une société en fonction de comment c'est qu'on se place. Et ça, c'est mon leitmotiv en tant qu'artiste. C'est de pouvoir démontrer que voilà, tous les artistes ne sont pas des stars. Tous les artistes ne sont pas des choses superficielles et ne se bagarrent pas juste pour leur gueule. Et qu'il y en a qui peuvent se dire, qui peuvent faire le sacrifice de leur gueule et pouvoir aller direct au contact des populations et des aspirations des populations. Ça, c'est ce que j'essaye de faire. Je crois qu'on est, on est un peu comme on est, en fait. C'est-à-dire que tu peux te voir rebelle aujourd'hui, mais si tu regardes au fond, en fait, on ne devient pas un rebelle. On ne devient pas un rebelle. Je crois qu'on est. On est déjà très jeune. Il y a des gamins dans la maison, on se rend compte que ils ne disent pas oui à tout. Ils ne veulent pas tous aller à la piscine, ils ne veulent pas tous aller au parc et tout. Ça commence à avoir une forte personnalité et tout. Je crois que ça part de là, mais déjà, il faut avoir la possibilité de se faire confiance et donc d'aller fouiller à l'intérieur de soi qui on est, mais ne pas le chercher dans le regard des autres, parce qu'en même temps, c'est ça notre principal problème. On essaye de se voir dans le regard des autres et finalement, on ne se regarde plus dans la glace. Et ça pose un problème énorme. Donc, non, je crois il y a cette possibilité de rentrer à l'intérieur de soi et de ressortir l'homme qu'on est. Un pacificateur, c'est pas un guerrier. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent avoir le même objectif, mais ils n'ont pas la même approche.
C'est-à-dire, je ne sais pas moi, Gandhi ou Malcolm X, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, chacun choisit le mécanisme qu'il estime être approprié en fonction du contexte. Et je crois que je n'ai pas eu tout le temps un engagement politique, peut-être à cause de mon âge aussi, et à cause des activités du passé, mais que j'ai commencé à faire de la musique engagé, surtout, comme on dit, engagé politiquement, à cause de mon vécu. C'est-à-dire qu'après des études, logiquement, on dit après des études, ben voilà, tu cherches du boulot. Et chercher du boulot à ceci de particulier, c'est que ça te fait connaître la société. Tu découvres des trucs qui étaient pour toi comme des fantasmes, comme des rêves, des choses comme ça. Par exemple, la corruption, le trafic d'influence, le positionnement, les difficultés, le lobbying, des choses comme ça. Et tu découvres que la société, elle est extrêmement clivée et que, ben voilà, elle fonctionne à base de tripatouillage, elle fonctionne à base de compromis, de corruption. Et là, ça te fout la rage quand même, tu vois. Et après avoir cherché du travail et découvert plutôt ça, j'ai décidé d'arrêter de chercher du travail et de me concentrer sur la musique parce que là, j'avais découvert un autre pan de la société qui méritait d'être mis en lumière. Donc, je me suis dit, j'ai le choix. Soit je continue de chercher du travail, j'en trouve un et j'en ai pour ma gueule. Soit je me dis, ouais, j'ai trouvé un réel problème sociétal sur lequel je peux m'appuyer pour donner une orientation autre à ma vie. Donc, j'ai choisi de mettre de côté tout ce que j'avais fait comme étude en termes de recherche du travail, parce que je m'en sers toujours pour faire de la musique. Mais je me suis dit, OK, on va faire de la musique pour mettre en lumière tout ce qu'on a découvert dans la recherche du travail, donc l'état de la société. Mais ça n'a pas toujours été ça, quoi. C'était un gros apprentissage quand même. C'était un gros apprentissage. Déjà, le cadre pédagogique à Sciences Po, le cadre, lui, tout seul, donnait une autre coloration et tout. Donc, c'était un gros apprentissage déjà contextuel. Les gens que j'ai rencontrés, la plupart du temps, ce n'est pas des gens que je rencontre dans mon quotidien. Donc, c'est les gens avec leur approche de langage, approche culturelle. Parfois, on parle de la même chose, mais on utilise des mots différents. Donc, ça m'a permis quand même de comprendre le langage qui n'est pas le mien au quotidien et de partager avec les autres le langage qui est le mien au quotidien en se disant on peut parler des langages différents mais parler de la même chose. Ça m'a beaucoup apporté ça aussi. Et puis après, de manière structurelle, j'ai une réelle envie de doter mon pays des structures capables de mobiliser, de fédérer les jeunes. Et je crois qu'une structuration comme Africolor, avec cet objectif justement de se servir de la musique, mais pour pouvoir mobiliser autour, parce que c'est fou, quoi, des artistes qui arrivent jusqu'à Sciences Po pour parler aux étudiants. Déjà, on se demande s'il y en a beaucoup qui ont fait des études pour pouvoir parler à des étudiants, mais au milieu des chercheurs et des professeurs et tout, c'est une grosse expérience, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ça me l'a appris parce que aujourd'hui, je sais qu'on peut rentrer avec la musique à l'université, tu vois. Et en partant d'ici, je me dis, oui, au Cameroun, on pourrait commencer à rentrer avec la musique à l'université. Mettre les artistes en situation permettrait également de faire comprendre aux populations et au peuple que les artistes ne sont pas juste des agents de divertissement et qu'ils peuvent être, au-delà de tout, des porteurs de messages, des porteurs d'espoir. Ils peuvent même avoir des propositions pour rendre le monde meilleur. Et ils ne sont pas juste là pour divertir les gens. Et ça, c'est ce que je vais également amener au Cameroun, pour pouvoir expliquer aux gens que, bah voilà, écoutez, l'art ne peut pas servir qu'à divertir. Ici, évidemment, quand j'ai lu le programme du colloque et tout, c'est vrai que je me suis senti un tout petit peu gêné, un peu, parce que j'estimais quand même que la politique de la rucratie, j'ai eu l'impression que, bah voilà, au niveau de Sciences Po, ils avaient envie de légitimer la politique de la rue. Et je trouvais personnellement que ce n'était pas honnête. C'était pas honnête parce qu'en termes d'impact sur les gouvernances, ça n'a pas porté ses fruits, la politique de la rue. C'est-à-dire même les organisations et les pays qui sont mis en lumière pour avoir réussi un mouvement venant de la rue ne sont pas sortis de l'auberge. Donc, tout d'un coup, je ne crois pas que ce soit une formule qui marche. Que ce soit, et c'est vrai pour le Burkina, comme c'est vrai pour le Sénégal, comme c'est vrai pour la Tunisie, comme c'est vrai pour l'Égypte. C'est-à-dire les insurrections populaires
n'ont pas donné la réponse exacte. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être poussé une alternance forcée, mais n'ont pas proposé une réelle alternative. Et c'est pour ça qu'on a pu mettre, par exemple, le doigt sur un fait, c'est que les Yanamaristes, ils ont fait partie WAD, mais ils se sont tapés Macky Sall, et 2 mois après, ils veulent faire partie Macky Sall aussi, parce qu'ils estiment qu'il n'est pas très différent. C'est pareil pour le Burkina, ils ont fait partie Blaise Compaoré, et puis après, ils ont mis un autre compaoriste au pouvoir, et ils s'apprêtent de nouveau à repartir dans la rue. Donc, je ne crois pas que ce soit un mécanisme qui peut être globalement pris comme étant le bon, parce que je crois qu'il faut pouvoir pousser à aller plus loin. Et c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu justement pour pouvoir dire, j'ai l'impression qu'on va tous dans un même sens, mais que ce n'est pas un sens qui aboutit à un résultat global, à une alternative. Le défi, c'est de trouver une nouvelle structure, quoi. Voilà, le défi, et c'est pour ça que je suis venu, je me suis dit, en posant le problème dans ce sens-là, ce serait peut-être de continuer de chercher des solutions. Ne pas se dire, ah tiens, on a trouvé la solution miracle, bah, c'est l'insurrection populaire et puis ça va marcher et tout. Mais de pouvoir se dire, ok, l'insurrection populaire, ceci de particulier, c'est qu'il nous permet, il nous guérit un tout petit peu de nos frustrations. Mais vraiment de manière très, très éclair, tu vois. Parce qu'en même temps, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Après 1 mois, quand le mec, vous l'avez baladé, vous retrouvez votre vie normale. Ça ne vous remplit pas les poches. Ça ne met pas le riz sur la table. Ça ne règle pas le problème du loyer. Et vous avez la vraie vie qui continue, elle. Tu vois. Et là, on se dit parfois, peut-être qu'on a jubilé un peu trop vite. Tu vois. Parce que ce n'est pas magique. C'est une construction à long terme qui nécessite évidemment que toutes les parties prenantes que toutes les parties prenantes se mettent ensemble pour pouvoir continuer de chercher le bon mécanisme. Et je suis un peu gêné qu'aujourd'hui la France trouve cette satisfaction dans cette opération qui n'arrive pas au bout. Qui n'arrive pas au bout et me donne l'impression de vouloir la légitimer. Tu vois. Donc moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu également. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis allé à Ouagadougou il y a quelques années, je crois 2 ans. C'était pratiquement dans le même cadre, avec le même sujet. Et là, on le discutait en Afrique. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que je ne parle pas du Cameroun pour venir parler du Cameroun en France. Quand je veux parler du Cameroun aux Camerounais, je leur parle du Cameroun au Cameroun. Mais si je viens ici en France, c'est pour parler aux Français et de leur impact sur le Cameroun. Tu vois. Et pour moi, c'était vraiment très important de venir ici pour leur dire les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas la peine de faire la promo de la rucratie. Parce que pour qu'on arrive à cette situation un tout petit peu compliquée et improductive, il y a une grosse responsabilité de la France, énorme même. C'est-à-dire beaucoup plus énorme qu'on ne veut l'avouer parce que, évidemment, il y a notre petite fierté. Personne ne veut porter sur les disant, ouais, c'est l'autre gars qui fait ça comme ça et tout ça, c'est de sa faute, patati patata. Mais la vérité, elle est aussi froide. Elle est aussi froide, c'est-à-dire tous les dictateurs africains, le nôtre par exemple, Paul Biya, il tire son pouvoir ici. Si Paul Biya décide de sortir du franc CFA, la France nous programme un coup d'État demain. Si Paul Biya se lève et dit ouais, il faut quitter de la France-Afrique, c'est une connerie, il y en a marre et tout, demain il a un opposant fort et charismatique. On connaît tous comment ça se passe. Un sorti de nulle part, il fait la une du Monde, il fait la une du TF1, il fait la une du journal, il passe un truc de tacac, puis on ne parle que de ça. C'est la force du média. Et évidemment, les puissances coloniales savent se servir du média. Pas seulement pour empoisonner l'Afrique, mais pour empoisonner même leur propre pays. C'est-à-dire que quand je vois la France ici, entre ceux qui balancent aux Français dans les médias et la réalité des Français sur le terrain, tu as vraiment l'impression qu'il y a un foutage de gueule énorme. Tu vois. Et il faut pouvoir dire, il ne s'agit pas de l'Afrique, il s'agit des gens qui ont en charge le destin des autres. Que ce soit en Afrique, que ce soit en France, et la responsabilité de la France, encore que c'est difficile pour nous de parler. Et vous vous rendez bien compte que tu ne peux pas faire une phrase simple en parlant de l'Afrique ou d'un pays africain, surtout d'où nous on vient, de la zone francophone, sans parler de la France. Parce que économiquement, politiquement, la France est pas seulement présente au Cameroun, elle est même envahissante au Cameroun. Tu vois. Donc évidemment, et ils n'ont que des intérêts économiques.
Ils n'ont pas d'intérêts sociétaux, ils n'ont pas d'intérêts... Non, ils n'ont que des intérêts économiques. Et la seule personne qui garantit ces intérêts économiques, donc cette stabilité morbide de cette zombification qui permet de faire tourner la machine économique et le business tranquille comme ça, ce sont les gouvernants africains. Tu vois? Donc, il faut pouvoir se tailler des gouvernants à notre mesure. Et qu'il faut tailler des gouvernants capables de protéger les intérêts de la France. C'est ce que je reproche à nos États aujourd'hui. Je ne pense pas qu'un État africain de la zone franc CFA pourra se développer avec le franc CFA. C'est une monnaie de chien. Tu vois ce que je dis à la base? Donc, même déjà ça, même un B.A.B.A. de l'école primaire et tout, tu sais déjà que le truc est plombé à la base. Tu vois? On ne peut pas se développer si on a toujours ces rapports incestueux avec la France. Tu vois? Si on ne peut pas, à un moment donné, se construire sa propre route, se faire son propre cinéma, si on n'a même pas quelque chose de régalien, parce que tout ce qui a des régaliens au Cameroun appartient à la France. Tu vois? Et comme quelqu'un disait, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, Gbagbo, il a dit un truc qui était drôle, c'est que c'est difficile de se rendre compte qu'on loue le palais aux Français. C'est-à-dire qu'on loue chez les Français, c'est les locataires du palais d'Abidjan. Tu vois, on n'arrive pas à construire. Pourtant, les Africains aimeraient vivre leur vie sans avoir le spectre de la France sur leur tête. Tu vois, parce que ça les rend même faibles et ridicules de toujours parler de la France. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, ils ont trouvé un bouc émissaire et les autres peuvent le présenter comme ça. Mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. On a juste essayé de l'ignorer. Ben voilà, donc l'une des raisons pour lesquelles je suis venu également, c'était d'attirer l'attention, et surtout comme on était à Sciences Po, c'était de pouvoir parler aux futurs dirigeants de la France pour leur dire les rapports colonisés, il faudra peut-être arrêter. Il faudra arrêter vraiment cette hypocrisie énorme, parce qu'en même temps, vos élus ici, comme le disait Lexus, sont élus sur des projets nationaux, mais vous ne savez pas la merde qu'ils font à l'étranger pour réaliser les projets nationaux que vous avez ici. Donc tout d'un coup, ce n'est pas la peine de voir des petites vieilles de 70 ans qui se trouvent envahies par les barbus. Non, pas du tout. C'est qu'une conséquence. Tu vois, ça peut être légère, elle est même légère, elle est facile à tirer parce que le crime est trop flagrant. Tu vois, on a même peur d'accepter cette conséquence en se disant non, ce serait trop facile. Il doit y avoir un truc plus compliqué derrière qui fait qu'on arrive à cette situation. Mais non, c'est tout aussi facile que ça. Tu bousilles la Libye, tu as des tonnes de Libyens chez toi. Tu bousilles la Syrie, tu as des tonnes de Syriens chez toi. Tu bousilles le Cameroun, tu as des tonnes de Camerounais chez toi. C'est aussi simple que ça. Et on ne peut pas dire aujourd'hui, moi je viens ici pour leur dire, écoutez, on ne prend aucun plaisir. Moi je vis ici sous le froid. C'est horrible. Même de manière culturelle, c'est horrible pour moi. Mais je suis là et j'imagine qu'il y a des gens qui sont obligés de vivre là. Tu vois, moi, je vois la tête d'un Africain qui est obligé de vivre ça. Tout le temps, toute l'année. Ah non, je me flinguerais tout de suite. Tu vois, mais on est obligé de vivre ça. Et on vient ici pour expliquer aux gens que, mais non, c'est même pas de gaieté de cœur. N'allez pas vous mettre à croire qu'on veut juste venir ici. Non, c'est même pas de gaieté de cœur. Du tout. C'est une contrainte. Ça n'avait aucune gaieté de cœur qu'un gars peut se poser sur un radeau et pouvoir arriver ici avec 90% de mourir dans la mer. Tu vois, c'était très important pour moi de venir leur expliquer ça. Il n'y a aucun plaisir, pour personne dans le monde. Il n'y a aucun plaisir à vouloir à quitter son pays, parfois dans des conditions les plus exécrables et les plus dangereuses du monde, pour pouvoir se retrouver dans un endroit où on est un parfait étranger, où à chaque fois qu'on regarde les gens, vous voyez la peur dans leur regard, vous voyez le questionnement, la peur de la différence, l'intolérance. Obligé de vivre ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand je pars au Cameroun. C'est-à-dire le bonheur que je ressens quand je suis à l'aéroport de Yaoundé, la familiarité avec les gens, saluer les gens, dire bonjour, tout le monde va bien, vivre la vie normale. C'est pas pareil quand tu es à l'aéroport à Berlin ou quand tu es à l'aéroport à Paris. Déjà, le flic, il te regarde comme ça et tu as l'impression qu'il te soupçonne de quelque chose. Tu vois, il y a des gens qui s'en foutent un peu parce qu'ils ont mis un tout petit peu leur honneur dans la poche, mais moi, ça me touche.
Ça me touche énormément, le regard suspicieux, l'attitude bizarre et tout. Moi, ça me touche, tu vois. Et donc, il faudrait bien que, ben voilà, un gouvernement comme la France, et comme la plupart des gouvernements, même que ce soit les États-Unis, par exemple, ben, qu'ils se rendent compte que ce n'est pas de gaieté de cœur que des gens y viennent là. Donc, il ne faut pas faire comme s'ils venaient vous pomper votre air, pour la simple raison que vous avez pollué la leur. Oh, surtout peut-être parce que les universitaires nous comprennent mieux. Je pense une note de 16 qui est libre. Je crois que c'est ça, les universitaires nous comprennent peut-être mieux que leurs propres professeurs. Ouais. C'est aussi Oui, ça. mais carrément. Si, ils ne comprennent pas. Les professeurs finissent par se perdre dans un charabia et un chinois, dans leur intellectualisme à la base parfois un peu puéril, qui fait que, bon, voilà, c'est compliqué.